Il y a un an, le monde de la culture a dû se dématérialiser soudainement alors qu'on prépare enfin la réouverture des lieux où se rencontrent le public et les arts. Que restera-t-il de ce bond de l'industrie culturelle dans le numérique? Les arts, la culture et le numérique, c'est donc le sujet de notre talk avec Nicolas Godmet, partenaire chez OnePoint, architecte de la transformation des entreprises en charge, entre autres, des secteurs de la culture et des médias. Vous êtes également écrivain, créateur de la série audio La fin des idoles, dont on a parlé ici dans Smart Tech. Également autour de la table, Benoît Baume, fondateur de Fisheye. Au départ, c'est un magazine. Aujourd'hui, c'est décliné également en galerie, en agence ou encore en festival d'art immersif, comme cette année avec Les Ailleurs, que l'on pourra découvrir à la Gaîté Lyrique jusqu'au 18 juillet. Et nous avons également avec nous en visio un artiste, le réalisateur Pierre Zandrovitz, un des pionniers de la création audiovisuelle immersive. Alors, on va démarrer ensemble, Nicolas Godmet, pour avoir un aperçu déjà de ce qu'on appelle la numérisation des industries culturelles. C'est pas juste de l'art immersif, c'est pas juste avoir recours à la réalité virtuelle ou augmentée, c'est aussi réinventer ce contact qu'on a avec le public. Alors effectivement, le numérique dans les industries culturelles, ça touche plusieurs pans. Il y a l'expérience avec le public, avec les usagers, et puis il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est le back-office, qui est aujourd'hui transformé par la data, l'intelligence artificielle, par tout simplement la dématérialisation de tous les actes de gestion. Et puis concernant les industries culturelles, il y a aussi tout ce qui concerne les droits d'auteur. Et puis, il y a, je parlais du contact avec le public, c'est aussi adopter des technologies de notre génération pour s'adresser à eux de manière plus interactive, mais aussi plus naturelle, finalement, voilà, plus intuitive. Plus intuitive. Alors, il y a eu la révolution des smartphones, donc maintenant toutes les expériences sont dites mobile first, Ouais. personnalisées, socialisées, avec aussi beaucoup d'audio. Non, on commence, on est quand même au tout début de cette transformation numérique. Alors oui, et en même temps, il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années. Par exemple, nous, on accompagne depuis 2017 les cinémas Pathé Gaumont Oui. pour une expérience digitale avec les bornes que chacun connaît quand il va au cinéma, qui sont tactiles et donc qui s'inspirent de l'expérience du smartphone, mais dans l'espace de la salle de cinéma pour réserver son billet. Et voilà, des bornes qui s'améliorent en permanence. On a aussi accompagné, par exemple... D'ailleurs, je suis allée chez vous et j'ai vu la borne maître, en fait, qui contrôle l'ensemble du système. Exactement. Donc, les bornes Pathé Gaumont sont mises à jour régulièrement d'un point de vue technique et informatique dans les locaux de OnePoint, donc au Trocadéro. Et toutes les innovations sont préparées là-bas, chez nous. Alors, il y a aussi cette rencontre avec le public qui se fait à travers ces nouvelles expériences immersives. C'est le thème de votre festival Les Ailleurs. Donc, le public va pouvoir y aller à la Gaîté Lyrique à partir du 19 mai, Exactement. vous me le confirmez. Au moment de la réouverture de tous les lieux muséals. Qu'est-ce qu'on trouve comme type d'expérience dans Les Ailleurs ? Des choses assez diverses, puisqu'on retrouve aussi bien des expériences en VR, donc sous casque, aujourd'hui qui sont plutôt des expériences en temps réel, c'est-à-dire en gros, avant on était plutôt sur la vidéo à 360, c'est-à-dire qu'on faisait que tourner la tête dans le casque. Donc là, on a un aperçu de ce qu'on peut découvrir au festival. Hein. Exactement. Et aujourd'hui, on a des expériences beaucoup plus interactives. Par exemple, il y a une expérience qui s'appelle Jellyfish, où on est dans un monde entouré de méduses. Et en fait, juste en pointant du regard une méduse et en l'appelant avec sa voix, la méduse va se rapprocher de vous et en fonction de l'intensité de votre voix, si vous êtes aigu, grave, fort, ou voilà, la méduse, elle va réagir avec vous juste au contact de votre voix et vous créez comme ça un rapport très spécial avec des animaux dans ce cadre-là. Et les gens se prennent au jeu de manière absolument incroyable. Ou alors, on a une autre expérience qui est uniquement sonore, en son binaural, avec des casques très enveloppants, qui est une œuvre sur le chant des cachalots, qui a été fait avec des artistes et des bioacousticiens. Et vous entendez les cliquetis des cachalots qui se rapprochent de vous, et qui est vraiment une expérience assez incroyable. Ça permet de générer de nouvelles émotions face à l'art. Est-ce que c'est aussi des expériences peut-être plus individuelles ? Alors, elles peuvent être collectives aussi, mais je pense que ça, c'est un des grands défis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est comment on transmet l'émotion par le digital. Parce que, évidemment, quand on regarde un tableau en vrai, on va au Louvre,
On regarde la Joconde, on a une certaine émotion. Quand on Ouais. regarde la Joconde sur son smartphone, il n'y a plus cette même émotion. Et aujourd'hui, le grand défi, c'est de se dire de quelle manière on va transmettre l'émotion, de quelle manière on va créer des sentiments forts chez le spectateur à travers l'art digital. Et c'est clair que les expériences immersives contribuent de manière extrêmement importante à pouvoir générer des émotions, parce que contrairement aux expériences qui sont médiatisées, comme le cinéma, la télé ou des choses comme ça, en fait, les expériences immersives viennent plutôt se mettre dans une partie de notre cerveau qui correspond aux expériences vécues. Typiquement, et le théâtre ou le fait d'avoir une interaction avec quelqu'un. Et donc du coup, clairement, on est sur un autre registre de l'expérience vécue plutôt que de l'expérience qui est médiatisée. Et ça, c'est un des gros enjeux. On est encore en train de découvrir, en train de chercher autour de ça. Mais c'est vraiment là où les choses vont se jouer. Et c'est pour ça que je trouve que les expériences immersives sont fascinantes, parce qu'elles nous amènent dans une autre dimension qui voilà, nous permettent de générer des émotions, qui est quelque chose qui, enfin, on court après ça depuis plusieurs années, et voilà, là on est sur le point de trouver un peu les clés qui vont nous amener sur voilà, une autre manière de pouvoir interagir avec le public. Ah, on va en parler avec Pierre Zandrouis, qui est avec nous donc en visio, réalisateur. Je le disais, bonjour. Vous présentez une œuvre justement en réalité virtuelle dans la sélection Les Ailleurs. Elle s'appelle What is Left of Reality, et je vous propose qu'on en découvre un extrait. Alors, What is Left of Reality, ça explore une nouvelle forme de détresse. Vous nous dites une détresse existentielle de celles et ceux qui ressentent intensément les bouleversements climatiques du monde. Qu'est-ce que la réalité virtuelle vous permet de faire passer comme émotion ? Alors, c'est pas tout à fait de la réalité virtuelle, même si ça s'en approche parce qu'on utilise les mêmes outils. En fait, c'est une installation immersive avec un écran géant de à peu près 6 mètres par 3, et il y a un capteur sous l'écran qui détecte la présence d'utilisateurs. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme de la réalité virtuelle, mais sans casque. Et l'idée, c'est que l'expérience à tout moment, c'est que l'utilisateur est là. Donc, l'utilisateur est en contact en permanence avec le sujet. En l'occurrence, qui est donc la solastalgie, vous l'évoquiez. On a interrogé une vingtaine de personnes qui nous parlent donc de ce phénomène qui est lié à l'éco-anxiété, au réchauffement climatique, des gens qui ont peur un peu de la fin du monde. Et on a écrit un texte et on essaye de raconter visuellement ce qu'ils ressentent, et on essaie de créer une expérience comme ça qui connecte l'utilisateur à ce sentiment. Et comment il va être davantage connecté à ce sentiment ? Parce que finalement, on a le son, on a l'image. Alors, il y a un capteur de présence, mais comment se fait cette interaction ? Alors, je ne peux pas tout révéler, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le film a été fait en 3D, et qu'à chaque fois que l'utilisateur se déplace, le film réagit. Et il y a un moment, il se passe quelque chose qui fait qu'on passe de l'autre côté. Bon, quel suspense, hein. Ça donnera envie à tout le monde, j'imagine, d'aller à la Gaîté Lyrique. Moi, j'avais une question à propos du casque. Alors là, en l'occurrence, vous dites on n'en a pas besoin, mais qu'est-ce que ça change pour le public de partager une émotion avec les personnes avec qui il est dans une salle s'il a un casque ? Est-ce que ça l'empêche de communiquer avec son voisin, de ressentir collectivement quelque chose face à l'art ? Alors de plus en plus, on a des expériences qui sont collectives en VR, c'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve à plusieurs utilisateurs dans un monde virtuel, mais en étant ensemble. Alors là, ils vont être physiquement au même endroit, mais on peut être aussi physiquement à des endroits et différents. Oui. Donc ça peut recréer en fait et du lien et des voilà, et des nouvelles C'est une dimension interactions. importante quand même. Quand on va au musée, c'est aussi un partage collectif. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des œuvres déjà qui sont de plus en plus multi-utilisateurs, comme je disais. Et en plus, on est aussi face à une capacité où chacun vit dans le casque une expérience personnelle, dans le sens où, en fonction de la manière dont on va réagir, on va pas vivre la même expérience. Et c'est finalement, souvent, les gens ont un grand besoin de parler après,
entre gens qui ont fait la même expérience, Ouais. pour confronter ces points de vue différents qu'ils ont pu avoir et qui sont souvent parfois diamétralement opposés. C'est-à-dire qu'en gros, on est vraiment dans des modes de diffusion et d'expression où les gens, en tant que spectateurs, sont plus que spectateurs, ils sont aussi acteurs. Et donc, du coup, la manière dont ils vont interagir va avoir un impact sur le ressenti qu'ils vont avoir sur l'œuvre qu'ils ont vue. Donc, Et ça, c'est chausser des lunettes de VR aussi, ça nous rend davantage acteurs. Exactement, parce que c'est son point de vue, la manière dont on va réagir, ses émotions, ce qu'on amène dans l'expérience, qui va faire partie de l'expérience et de ce qu'on va pouvoir en retenir. Alors, on va parler un peu finance quand même, hein, parce que cet art digital, j'imagine qu'il est aussi onéreux. Ça veut dire qu'il faut faire appel à des technologies plus lourdes. Comment l'industrie culturelle peut basculer vers le numérique tout en trouvant un bon modèle économique ? Alors justement, la question du modèle économique, elle est clé parce que on voit, quand on pense aux musées notamment, ou aux lieux qui reçoivent du public, qu'ils essayent, et ils l'ont fait avec le confinement de façon très très accélérée, de toucher un public grâce au numérique, et se pose la question du modèle à un double niveau. Le premier niveau, c'est comment monétiser tout ça auprès du public. Est-ce qu'on le fait payer? Est-ce qu'on considère que c'est un service qui amène de l'attractivité, de la fidélisation, et donc on va se retrouver autrement? Et puis, il y a la question des coûts et du coup des économies d'échelle. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on voit beaucoup d'initiatives qui, chacune, font appel à un développement par-ci, par-là. Et nous, notre conviction, c'est qu'il faut plutôt développer des socles, donc sur lesquels il faut investir peut-être de façon un petit peu plus massive, mais des socles qui vont être modulaires, évolutifs, et qui vont pouvoir s'adapter à différentes situations et à la fin être beaucoup plus rentables d'un point de vue économique. Et diffuser, par exemple, sur différentes plateformes, à des moments différents. Les expériences sont de plus en plus... Multiplier la commercialisation, finalement. Voilà, les expériences sont de plus en plus 360. On parle beaucoup d'hyper-distribution. On voit que des médias se retrouvent à faire des émissions sur Twitch, des concerts se retrouvent sur Fortnite. Donc effectivement, il y a une notion d'être présent à tous les endroits où peut être le public, à la fois dans le monde physique et à la fois dans le monde numérique. Donc cette notion d'hyperdistribution est effectivement clé. Et du coup, avoir des socles techniques qui permettent d'adresser toutes ces formes de distribution, c'est de l'investissement, mais derrière, ça peut permettre de trouver des effets d'échelle. Et puis, aussi, autre effet d'échelle peut-être intéressant, c'est que le numérique, ça permet parfois de réduire les coûts en interne pour améliorer, accélérer des process, de la gestion. Alors effectivement, c'est amusant parce que pas plus tard que la semaine dernière, on a été appelé par une société de production de cinéma et de séries, sa direction administrative et financière, qui nous dit est-ce que vous pouvez pas m'aider? À chaque fois qu'on fait une production, on doit engager des centaines d'intermittents, des dizaines de fournisseurs, donc on a des centaines de contrats, et tout ça est géré vraiment à l'ancienne. Est-ce qu'il n'y a pas des outils pour dématérialiser, gérer ça en mode cloud, en mode SaaS? Et donc, effectivement, il y a des réponses. Par exemple, nous, on a accompagné une start-up dans laquelle on est maintenant capital aussi, qui s'appelle Badakan, et qui aide des entreprises à gérer des contrats courts de type intermittence. Et par exemple, ils ont travaillé avec un festival du cirque, avec le Salon du Livre. Et ça peut permettre de gérer, de permettre aux équipes de ressources humaines d'économiser tout simplement du temps sur des activités qui sont à faible valeur, parce que quand elles sont gérées sur une plateforme en mode SaaS, c'est plus simple, c'est plus fluide, ça correspond à des expériences que chacun connaît au quotidien avec son smartphone, et à la fin on gagne du temps et donc de l'argent. Cette question du financement de l'art digital, Benoît Baume, vous l'adressez aussi, puisque j'ai vu que vous aviez créé un fonds d'amorçage et également un incubateur de start-up dédié à l'image et la culture qui s'appelle l'Agrandisseur. Exactement. Alors nous, je pense qu'il y a effectivement plusieurs modèles. Nous, sur le festival de VR qu'on a créé il y a 5 ans, clairement, on l'a rendu possible grâce à des mécènes qui sont impliqués sur ces sujets-là, et notamment BNP et Paribas qui nous suivent depuis 5 ans, parce que voilà, ils s'intéressaient à la manière, eux, ils sont plutôt liés au monde du cinéma, et ça les intéressait de voir comment est-ce que l'immersif pouvait transformer ce monde-là. Et du coup, on a fait un bout de chemin ensemble qui était aussi une courbe et d'apprentissage pour eux dans ce monde-là. Mais on voit effectivement qu'il y a des nouvelles formes et qui arrivent. Aujourd'hui, par exemple, il y a des nouvelles techniques comme la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est capter le monde en fait de manière vectorisée en volume, mais avec le rendu photo et réaliste. Donc en gros, c'est la captation qu'on va connaître dans le cinéma,
et l'univers du jeu vidéo qui est 3D vectorisé. Et en fait, la photogrammétrie ou la vidéogrammétrie, c'est le trait d'union manquant entre ces deux industries, et ça amène des possibilités qui sont absolument incroyables dans tous les domaines. C'est clairement des choses qui demandaient de la R&D et du financement, mais aujourd'hui, ça permet des nouvelles choses. Donc effectivement, on va accompagner des startups, par exemple, dans ce domaine-là. Et par exemple, aujourd'hui, ces startups travaillent aussi bien pour des musées que pour des marques de luxe qui veulent, par exemple, garder des lieux de patrimoine et conserver une copie numérique parfaite et vectorisée de certains lieux très importants. Donc on trouve des nouveaux modèles économiques qui sont des modèles économiques mixtes, effectivement. Et puis, voilà, on teste des choses. Distribution sur les plateformes type Oculus Store pour de la VR, programme de location de casques à distance qu'on vient de lancer, où en fait on envoie les casques par coursier chez les gens pour qu'ils puissent voir les expériences. Voilà. Il y a aussi une diffusion des casques de VR qui est de plus en plus importante, puisque le dernier Oculus Quest 2, il s'en est vendu autant en 5 mois que de casques Oculus pendant les 5 années précédentes. Donc il y a une accélération et très forte, sûrement liée au confinement. Ouais. Donc voilà, donc on sent que tout ça est en train d'émerger fortement. On voit aussi des lieux qui ont eu un impact très important. Je pense évidemment aux Japonais de TeamLab, qui maintenant sont dans le monde entier. Ce qui s'est passé à Paris avec l'atelier des Lumières, effectivement, qui était devenu un des lieux avant le confinement qui attirait le plus de monde à Paris, plus d'1 million de visiteurs et par an. Donc voilà, donc on sent qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui ont émergé, ils sont aussi bien physiques que distanciels, mais tous liés au digital. Et que c'est dans la combinaison effectivement de ces différentes ressources qu'il y a un modèle économique qui commence à émerger. Après, ouais. Et juste pour finir, je pense qu'on a la chance aussi en France d'être dans un pays où ces créations ont extrêmement aidé, notamment par le CNC, qui a créé des nouvelles commissions spécialement dédiées à ces projets-là, aussi bien en création, en écriture qu'en diffusion, et je pense qui a vraiment joué un rôle extrêmement important sur le fait que des choses ont émergé en France. Alors, Pierre Zandrovitch, moi, je voulais aussi vous interroger, peut-être pas sur le coup, mais quand même, techniquement, c'est beaucoup plus lourd quand on est un artiste, et même un réalisateur. On travaille déjà avec des machines, mais là, cette virtuelle production, c'est quand même beaucoup plus lourd techniquement. Comment ça impacte aussi la création? Tout le monde ne peut pas s'y mettre. Non, c'est vrai qu'on a des nouveaux challenges. Les œuvres sont quand même plus courtes. On est quand même plus souvent sur des formats qui sont entre 10 et 15 minutes. Mais moi, je vois plutôt le verre à moitié plein. Je pense que c'est une super opportunité. En fait, tout à l'heure, on évoquait par exemple le concert dans Fortnite. Je pense qu'on va créer un lien avec le public qui est tellement différent, en fait, ça nous ouvre des portes artistiques qui sont extrêmement différentes d'avant. Benoît parlait de la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est quelque chose qui vient de la photo, mais c'est une nouvelle façon de faire de la photo quelque part. What is Left of Reality, ça a été fait aussi avec de la photogrammétrie, et en fait, il y a un look, une image qui est tellement différente. Donc en fait, il y a tellement de nouveaux outils. Si vous voulez, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est quelque part parfois un peu dépassé par tous les outils qui arrivent. On a envie de tout tester et de voir ce qu'on peut faire avec. Donc c'est plutôt très très positif, je trouve. Est-ce qu'il y a une VR à la française, comme on a un cinéma français ? Absolument. Il y a totalement une VR à la française pour les raisons dont Benoît parlait. Le CNC nous permet d'amorcer des films que d'autres pays comme les États-Unis ne vont pas forcément financer. Donc on a une scène VR assez hauteur. Là où les Américains vont plutôt se faire financer par des grosses boîtes et vont faire des films plutôt mainstream. Donc effectivement, je pense qu'il y a une bonne quarantaine d'auteurs aujourd'hui en France qui font des grands festivals, notamment Sundance, Venise, Tribeca. Donc ouais, on se connaît tous et c'est assez excitant. D'ailleurs, vous contribuez à la notoriété de cette VR française. Merci beaucoup. Autre façon de bien monétiser l'art digital, l'art numérique, c'est la blockchain, puisque alors on voit un vent de folie s'emparer en ce moment d'Internet avec les NFT, ces jetons uniques qui permettent en fait de donner de la rareté, de remettre de la rareté dans le jeton numérique, mais ce jeton
peut être associé à une œuvre d'art, et en général, c'est plutôt ce qui se passe. Ça, vous y croyez beaucoup à ce modèle économique autour du NFT et de la blockchain pour l'art ? Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a la blockchain qui, avec ses apports sur la transparence, la traçabilité, la rapidité, devrait apporter des solutions pour la gestion des droits d'auteur, qui est quand même très ancienne dans certains mondes. Je pense, par exemple, moi, je suis écrivain, donc dans l'édition. J'ai toujours pas reçu mes droits de l'année 2019 pour un titre qui est sorti en 2018. Donc, il y a beaucoup de lenteur, et avant ça, il y a beaucoup d'améliorations à mener. Ça permettrait de rendre le droit d'auteur infalsifiable. Oui, et plus transparent, et du coup avoir des informations beaucoup plus rapides. Avec les mécanismes des micro-contrats, des smart contracts. Voilà, cela dit, ça nécessite beaucoup de changements culturels, d'investissements de la part des entreprises, de monter aussi des standards. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez long terme. Et là, la valeur apportée par la blockchain, effectivement, on la voit plutôt sur le NFT tout de suite, puisque il y a eu des transactions phénoménales à plusieurs dizaines de millions de dollars ou d'euros sur certaines œuvres d'art notamment, et effectivement, au-delà de la rareté qu'apporte le NFT dans le monde numérique, on peut l'associer à quelque chose d'émotionnel et quelque chose de social, ce qui fait qu'il y a beaucoup de valeurs qui se créent. Il y a la bulle des cryptoactifs actuels aussi qui fait que cette bulle se transcrit sur le NFT. Et à ces NFT, on pourra aussi associer demain de plus en plus des privilèges, c'est-à-dire par exemple le droit de voter sur telle décision d'un club de foot, ou le droit de rencontrer tel artiste, et éventuellement des droits financiers associés. Donc il y a effectivement un avenir, je pense, au NFT en particulier, avant un avenir peut-être plus général sur la blockchain, malgré tous ces inconvénients, puisqu'aujourd'hui ça pose beaucoup de questions environnementales, notamment pour les blockchains qui utilisent des preuves de travail qui sont très gourmandes en énergie. Donc il y a d'autres solutions qui se développent. C'est vrai, mais ça peut quand même réconcilier le monde de la culture avec le numérique, qui a beaucoup souffert de la copie, du piratage, du téléchargement illégal. Alors, là, d'un seul coup, on retrouve une unicité et une valeur. Ouais, alors il faut aussi faire attention, parce qu'on voit arriver de plus en plus avec la folie et des NFT, des gens qui se mettent à certifier des œuvres qui ne sont pas les leurs. Oui. Donc du coup, parce qu'il y a des œuvres qui sont présentes sur Internet de manière assez naturelle. Et donc du coup, c'est vrai qu'on voit des gens qui certifient des œuvres qui ne sont pas à eux. Oui, et donc il faut être très prudent, beaucoup, parce qu'on arrive à la fin de ce débat, et je voulais qu'on termine quand même sur les images de What is Left of Reality. Merci beaucoup Pierre Zandovich, réalisateur, Nicolas Godnet, partenaire chez OnePoint, et Benoît Baume, fondateur de Ficha et du festival d'art immersif Les Ailleurs, qui ouvre donc le 19 mai au public. Juste après la pause, c'est Game Business.